L'amour pro, c'est ce sentiment profond de se sentir à sa place. Donc tu avais envie de créer quelque chose autour de la justice sociale. Ce que je peux faire de mieux pour cette personne en face de moi, c'est de l'aider à trouver sa meilleure place dans le monde du travail et donc sortir de la pauvreté. Tu penses pas que c'est un peu utopique? Donc il demande, est-ce que quelqu'un voudrait expliquer quelque chose par rapport à la journée du lendemain? Là tu t'es dit c'est maintenant ou jamais. Je pense que c'est un danger et une dérive du développement personnel de faire rêver les gens si jamais c'est des espoirs qui ne peuvent pas être concrétisés. Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous recevoir pour un nouvel épisode de People Place. Aujourd'hui, je reçois Ludovic de Gromard, cofondateur et CEO de Chance. Bonjour Ludovic. Bonjour Maud. Écoute, je suis super ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va discuter notamment de Chance, mais aussi de recrutement. C'est un peu l'objectif d'aujourd'hui. Juste avant de te présenter, toi, tu as cofondé donc l'entreprise sociale Chance en 2015. Vous êtes surtout connu pour des bilans de compétences au premier abord, et puis tu nous raconteras toutes les branches de Chance que vous avez créées aujourd'hui. En 10 ans, vous avez accompagné plus de 40 000 personnes sur leur choix de carrière. C'est juste énorme et bravo déjà d'avoir réalisé cet exploit. Merci. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous repositionner sur une méthode complète pour rencontrer l'amour professionnel. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ça? Avec plaisir. Tu veux que je te parle de l'amour pro? Ouais, de manière l'amour générale pro, et puis on parlera de Chance. Ensuite, ouais. l'amour pro, c'est tu vois, ce sentiment profond de se sentir à sa place. Tu vois, de sentir que tu es au bon endroit, que c'est l'endroit où tu t'épanouis, de ne pas avoir en permanence, tu vois, ces petits doutes, cette petite voix intérieure qui dit en fait, c'est pas exactement ça, et peut-être pas, ou bien c'est pas si mal, mais c'est pas si mal, mais c'est pas si bien, tu vois. Donc l'amour pro, c'est ce que tu souhaites à tous les gens que t'aimes, de se sentir pleinement à leur place. C'est ça l'amour pro, tu vois. Et c'est une belle mission parce qu'on sait le taux d'engagement des salariés français qui est quand même à un niveau assez bas. Je crois que c'est un salarié sur 2 qui ne se sont pas engagés au travail. Ouais. Donc je pense qu'il y a un vrai travail en effet de trouver cet amour professionnel. Mais avant de se lancer sur ce sujet-là qui est extrêmement intéressant, raconte-nous un petit peu plus l'aventure Chance. Ça fait 10 ans, on en a déjà un petit peu discuté puisque vous avez commencé à Rio de Janeiro. Comment ça t'est venu? Et il y a une rencontre, je sais, cruciale que tu as eue de façon assez rocambolesque, je trouve. Dis-nous en plus, ouais. Mais je vais te raconter. Donc, tu vois, pour t'en dire un peu plus, le sujet qui m'intéresse dans la vie, c'est le sujet de la justice sociale et qui vient en fait de mon adolescence où j'ai grandi à Beauvais. Mon père est français, était entrepreneur, et ma mère est égyptienne, femme italienne, était prof. Donc, et j'ai grandi à Beauvais, qui n'est pas Paris 2e arrondissement, dans lequel tu as beaucoup plus de diversité sociale. Et je me suis rendu compte que, tu vois, jusqu'à 10 ans, j'étais le même que tous mes potes. Et à partir de 10 ans, nos chemins ont commencé à diverger, très largement dictés par là d'où on venait socialement. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ouais. Et en fait, ça n'a pas arrêté depuis. Et donc, très jeune, je me suis dit, c'est injuste. Et j'aimerais bien, dans ma vie, essayer de faire quelque chose pour essayer de corriger ça ou contribuer à corriger ça, qui est derrière le thème de la justice sociale. Je n'avais évidemment pas conscience à cet âge-là. Et ça a dicté depuis tous mes choix. Et en fait, c'est ça, la flamme derrière, des années après la création de Chance. Et donc, j'ai étudié l'entrepreneuriat social. Après, j'ai commencé à travailler aux Émirats arabes pour monter. Donc, je me suis dit, je voudrais essayer de créer quelque chose. Tu le savais assez jeune, finalement, que tu avais envie de créer quelque chose autour de la justice sociale. Ouais. Okay. En fait, de contribuer à la justice sociale, c'était très clair. Créer quelque chose, c'était pas clair tout de suite. Je me suis dit, je vais aller bosser pour tu vois, la Banque mondiale, le programme des Nations Unies pour le développement. Ouais. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais hyper impatient et que bosser dans des grandes organisations, c'était pas le bon amour pro pour moi et que j'allais... Ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps, il faut être patient, il faut être politique, etc. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai découvert Mohamed Younous, tu vois, qui est le prix Nobel de la paix, qui a créé le microcrédit. Raconte-nous un peu comment tu as fait cette rencontre qui était assez, je trouve, audacieuse. Mais c'était la première rencontre, elle était dans ses livres. Oui. Où tu vois, en découvrant cette notion d'entreprise sociale, de social business, tu vois, qu'il a, lui, développé par la Grameen Bank. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas familières avec la Grameen Bank, c'est
il y a des millions de personnes, et de femmes en particulier au Bangladesh, qui n'avaient pas accès au crédit, parce que les banques considéraient qu'elles n'étaient pas solvables. Tout à fait. Et donc, il a commencé à leur prêter Des $2 microcrédit. du microcrédit. Voilà, $2, et puis ensuite, tu achètes une poule et ça fait des œufs. Et puis petit à petit, par des groupes de solidarité, qui arrivent à permettre à des personnes de sortir de la pauvreté par ce biais, des millions de personnes. Et c'est une entreprise, c'est une banque. Donc c'est une entreprise, mais dont l'objectif est la maximisation de l'impact social. Et ça, moi, ça m'a énormément inspiré. Donc c'était mon idole dès mon plus jeune âge. Enfin, mon plus jeune âge, dès la fin de l'adolescence, pour le coup. Et donc, je me suis dit, je veux créer une entreprise sociale sur le sujet de la justice sociale, et je ne sais pas quoi faire. Donc j'ai commencé à bosser aux Émirats arabes pour aller, rien à voir, monter une usine de fabrication de bouteilles en verre. Et j'étais en charge de la partie non technique, et notamment de recruter 200 collaborateurs, collaboratrices, donc tu vois, toute l'usine. Ouais. Et comme aux Émirats, tu n'as personne qui sait faire des bouteilles, j'ai dû aller mener un peu plus de 1000 entretiens personnellement en Inde, aux Philippines, au Sri Lanka, en Arabie Saoudite, au Pakistan, au Népal, tu vois, partout autour des Émirats, là où les gens avaient de l'expérience en fabrication de bouteilles. Okay. Et en fait, ce dont je me rendais compte, et c'est ça qui a été à l'origine de Chance, c'est que tu vois, tu parles avec, et puis tu es une experte de ces sujets, Oui. donc tu parles avec un candidat ou une candidate, Ouais. tu essaies de checker les compétences techniques qui n'est pas le plus dur. Mais ensuite, ce que je voulais savoir en tant que recruteur, c'est est-ce que cette personne va y aller avec son cœur ? Tu vois, donc tu essaies de sentir ça, de pourquoi est-ce que vous voulez faire ça ? Et 95% des candidates ne savaient pas. Tu vois, c'est la vie qui les avait amenés là par une succession de choses. Très clair. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, moi j'avais mon petit stylo, tu vois, j'avais 24 ans, je mettais oui ou non. En Inde, par exemple, on multipliait les salaires par 4. Donc pour les personnes qui étaient, parce que tu avais toute l'usine, mais les personnes qui étaient les moins qualifiées, si je les recrutais avec mon petit stylo là, je multipliais par 4 leur salaire. Et donc ça changeait leur vie, Tout à fait. la vie de leurs enfants et la vie des enfants de leurs enfants. Donc tu vois, une responsabilité majeure. Sauf que si la personne ne savait pas elle-même ce qui allait l'engager, si elle a été engagée, qui étais-je moi en tant que recruteur pour le savoir ? Et donc très largement, c'était du hasard. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, attends, ce fonctionnement du recrutement marche mal, et ce que je peux faire de mieux pour cette personne en face de moi, qui est en situation de vulnérabilité économique, c'est de l'aider à trouver sa meilleure place dans le monde du travail pour maximiser son potentiel professionnel, et donc ses revenus, et donc sortir de la situation de vulnérabilité économique / de la pauvreté. Donc finalement, l'idée de Chance, elle t'arrive à ce moment-là. Tout à fait. Okay. Il y a un peu, donc 12 ans, quoi, là. Ouais. Ok. Et donc après, tu te dis, il me faut un cofondateur. Et là, exactement, et là, je me dis, bon, ok, d'accord, super, tu as une idée, il faut essayer de faire un truc, ça va pas fonctionner. Entre-temps, je suis passé par San Francisco, j'ai découvert la tech, j'ai étudié la psycho, et je me suis dit, on va combiner la technologie et la psychologie pour aider les gens à trouver l'amour pro qui est dans l'intérêt des individus, qui peut changer leur vie, et qui est dans l'intérêt des entreprises qui cherchent des gens engagés, comme tu le disais, qui est un challenge majeur pour tout et toute manager que nous connaissons toutes. Ouais. Et donc, je me suis dit, il faut lancer une entreprise sociale sur ce sujet, mais tu vois, au-delà des bouquins que j'avais vus de Younous, comment ça fonctionne sur le terrain. Donc, je suis parti au Bangladesh pendant 3 semaines avec un groupe d'études de 8 personnes pour aller étudier sur le terrain, tu vois, comment fonctionne concrètement une entreprise sociale, la Grameen Bank, une joint venture avec Veolia. Et ça, la sélection de ces 8 personnes, t'as postulé pour faire partie de ce groupe, ou comment tu as participé à ce groupe de 8 personnes ? C'est à travers... Younous a créé avec le Crédit Agricole, la Fondation Grameen Crédit Agricole, qui est un système d'accès au crédit dans différents pays, en lien avec le monde agricole au sens large. Et donc, c'était un groupe d'études initié par la Fondation Grameen Crédit Agricole, et c'est pour ça que c'était des Français qui partaient au Bangladesh. Et donc j'ai entendu parler de ça, je leur ai dit, attendez, je veux absolument, et venez, et hop. Et tu as postulé, tu as dû postuler, ton dossier a dû être accepté, etc. C'était pas un long processus, hein, mais c'était la motivation, quoi. Ouais, en la fait, pourquoi est-ce que... Donc tu vas au Bangladesh. Donc Bangladesh. Donc toujours Youssouf qui est toujours dans le coin de ta tête, quand même. Clairement, quoi. Et donc, tu vois, tu as ce voyage d'études, donc super sur le terrain, un peu partout, pour aller étudier comment ça fonctionne, la Grameen Bank. Parce que, tu vois, en fait, le fait de dire une entreprise sociale, c'est une entreprise qui essaie de maximiser son impact social, ça paraît simple sur le papier, mais ça l'est beaucoup moins dans la réalité, parce que tu peux avoir des conflits entre la profitabilité et ton impact. Donc, qu'est-ce que tu choisis, quand, comment ? Alors que quand tu es dans une ONG, c'est très clair.
Quand tu es dans une for-profit, c'est très clair, même si tu vois, il y a une réflexion sur les entreprises à mission, etc. Ça progresse et tant mieux. Mais donc, il y a cette question et je voulais comprendre vraiment comment ça marche. Et donc, tout ce voyage d'études, et à la fin de ces 2-3 semaines, il y avait la journée mondiale du social business, qui sont, tu vois, 2000 personnes qui viennent du monde entier à une conférence pour parler de cette notion de social business à Dakar. Et la veille, Younous avait invité quelques délégations internationales à un dîner de gala. Et donc, j'étais pas tout à fait invité, mais je me débrouillais, tu vois, pour entrer dans l'hôtel. Et dans le monde du social, les gens sont pas particulièrement fringués, donc j'arrive avec une chemise en jean et un pantalon vert. Et tu vois, j'entre dans la salle. T'étais pas invité, attention, t'étais pas invité, tu t'es quand même... Tu t'incrustes. Voilà, tu t'es incrusté. Littéralement. Ok. Et donc, tu vois, dans la salle, j'entre, et là, je vois, les femmes avaient de longues robes noires, les hommes Gala, étaient super quoi. chic, Ouais. gala, quoi. Ok. Je me dis, mince, Ludo, t'es complètement à côté de la plaque. Et tu connais le Bangladesh, Maud? L'Inde, mais pas le Bangladesh. Ouais. Et le trafic, c'est la même Ah, chose, ouais, ok, ouais. que tu Donc, connais par chaotique. cœur, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Donc, pas question de retourner, comme tu l'as expérimenté, à l'hôtel choper une veste. Donc, je reste là, et je me tourne vers mon voisin de droite. Ouais. Bonjour, monsieur, vous venez d'où? Il me dit, je viens du Kazakhstan. Je dis, bah, super, moi je viens de France, et qu'est-ce que vous faites au Kazakhstan? Il me dit, je suis le ministre de l'économie. Je dis, ah, trop bien, bah, moi je suis Ludo, le ministre de rien du tout, quoi. Et tu avais comme ça des gens des gouvernements, des Nations Unies, grandes entreprises, grandes fondations. Et puis... C'était un grand moment, en fait. Voilà. C'était un grand moment. Qui se passait, ouais. Okay. Et qui était, tu vois, la montée en puissance avant la conférence du lendemain. Et Younous arrive. Donc, tu vois, je suis comme un gosse qui voit son idole. Et puis tout le monde va s'asseoir, je vais m'asseoir au fond avec les journalistes, et puis il nous fait un speech super charismatique. Tu vois, tu vois comment il parle, avec passionné, et puis des yeux qui brillent, et l'amour pro, tu vois, là vraiment tu le sens. Et puis à la fin de son speech, il nous dit, donc tout le monde est sur les tables de gala, il dit au public, écoutez, au Bangladesh, il est super impoli de commencer à dîner avant l'arrivée de tous les convives. Or, la délégation de Hong Kong est bloqué sur le trajet entre l'aéroport et l'hôtel. Et donc, il demande à son équipe, est-ce que quelqu'un voudrait expliquer quelque chose par rapport à la journée du lendemain? Qui est, tu vois, la raison pour laquelle tout le monde vient de partout dans le monde. Là, tu t'es dit, c'est maintenant ou jamais. Et voilà. Et là, je me dis, Ludo, c'est pour toi, parce que personne ne réagissait. Donc, je me suis levé du fond, avec ma chemise en jean et mon fût de verre. Courageux quand même, hein, audacieux, ouais. Ou sans trop réfléchir. Okay. Et tu le dis positivement, c'était peut-être plus un réflexe, tu vois. Et là, je me mets à courir entre les tables de gala. Okay. Et j'arrive en bas de la scène. Et tu vois, tu as Younous qui ouvre de grands yeux en disant, c'est qui ce petit jeune-là? Et je vois au deuxième rang Emmanuel Faber, qui était, pas encore, mais en train de devenir le patron de Danone. Et qui était en France déjà une figure de la réflexion de comment est-ce qu'une entreprise au cœur du système capitaliste, Danone, quoi, peut avoir un impact positif sur la société. Donc c'était vraiment un précurseur sur ça. Donc là, je me dis, Ludo, tu as ton idole, tu as le mec avec qui, en France, tu voudrais parler de ton idée, te foire pas. Donc c'était les 5 secondes les plus longues de ma vie. Je monte tout doucement les marches. Puis j'arrive à côté de Younous, qui j'avais pas l'air méchant, donc il me prête le micro. Et donc je leur dis, bah, bonsoir à tous. Je m'appelle Ludo, je suis français, j'ai 27 ans. Et si je suis au Bangladesh aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a écrit un bouquin qui m'a beaucoup inspiré. Et dans la salle, ils avaient tous écrit 3-4 bouquins chacun, donc ils disaient, ça va être pour moi celui-là. Et je dis Emmanuel Faber. Et ensuite, je pitch l'idée de Chance, qui était juste une idée, en 15 minutes. Et Younous me laisse parler. Et à la fin, il me prend dans les bras et il dit au public, vous voyez, c'est exactement ça ma vision du social business. Il y a des millions de personnes qui passent toute leur vie à comme tourner dans une roue de hamster en travaillant comme des fous, alors qu'en fait, pour sortir de leurs conditions, il fallait être juste à côté, sauf qu'ils ne le savent pas. Et de l'autre côté, tu as des dizaines de milliers d'entreprises qui galèrent à détecter et recruter des collaborateurs, collaboratrices engagés qui est au cœur de leur performance d'entreprise. Donc, si on combine le pouvoir de la technologie et de la psychologie, on peut créer un business model qui est financièrement indépendant, donc non dépendant de philanthropie comme une ONG, et avoir un impact à une échelle mondiale. Mais tu ne penses pas que c'est un peu utopique? C'est-à-dire que, oui, en effet... on doit trouver l'amour professionnel, se sentir bien au travail, mais parfois,
ta réalité, des conditions peut-être avec lesquelles tu as grandi. Tu n'as pas forcément cette réflexion-là. Et tu dis, bon, bah, à un moment donné, tu travailles pour payer tes factures parce que tu as aussi une pression économique. Est-ce que tu penses que vraiment tout le monde sur Terre va arriver à trouver l'amour professionnel, ou c'est quand même une mission assez utopique, réalisable, possible, mais à un niveau peut-être plus local, on va dire. Est-ce que c'est à la base une utopie ? Mm. Oui. Sauf que tu vois, 10 ans après, il y a 40 000 personnes qui sont passées par là, donc elle est en train Mais de devenir réalité. Mais est-ce qu'ils ont vraiment trouvé l'amour professionnel ? Peut-être qu'ils ont suivi un parcours où ils ont eu peut-être une révélation, se dire « Ok, où je suis, ça ne me va pas ». Mais est-ce que finalement, dans ces 40 000 personnes, est-ce qu'ils ont tous trouvé l'amour professionnel ? Parce que c'est compliqué, c'est difficile de trouver un manager avec qui tu entends bien, une entreprise qui incarne vraiment les valeurs que tu défends. Et on ne va pas se le cacher, le monde économique est un monde capitaliste. On doit faire du chiffre d'affaires pour survivre dans le marché. Et à un moment donné, un chef d'entreprise, ce qu'il voit aussi, c'est ce contexte-là. Et trouver en effet des personnes qui ont les compétences pour réaliser des missions. Mais tu vois ce que je veux dire ? Je trouve que parfois, c'est compliqué, tu vois, de mélanger le côté économique d'une entreprise et peut-être le bien-être ou toi, tes valeurs que tu souhaites avoir en tant que personne, tu vois. Et parfois, y a des écarts qui sont énormes. Tu vois, moi, je le vois en RH. Beaucoup de RH sont en épuisement professionnel. Ils portent des masques qui ne les représentent pas forcément eux. À un moment donné, tu ne trouves pas forcément d'emploi sur le marché. Enfin, tu vois, il faut faire une démarche. Tu as peut-être des enfants à gérer. Tu as des pressions avec un prêt sur le dos. Donc, tu as quand même, tu vois, une difficulté qui fait que tu te dis, bon, je reste là, je prends sur moi et puis je continue comme ça, quoi. Merci pour ta question. Il y en a beaucoup dans la question. Est-ce que beaucoup de choses à te partager sur ce point, c'est l'amour pro, c'est directionnel. Et ce que tu dis sur la difficulté à atteindre l'amour pro, est-il plus facile d'atteindre l'amour perso ? L'amour perso, c'est aussi une quête qui va avec des difficultés, qui va avec des challenges, qui va avec des phases, qui va avec des questionnements, qui va avec des compromis. Et l'amour pro, pour moi, c'est la même chose. Et si on essaie, c'est directionnel. Et la question est comment est-ce qu'on peut s'orienter vers ça ? Et donc, la première des choses, c'est l'amour pro, c'est un état, c'est la conséquence d'un alignement. Alignement avec quoi ? Tu vois, il y a beaucoup de choses. Et par rapport à ce que tu dis, il y a une incantation à le sens. Il faut que tu vois, le sens au travail. Ça, c'était le mot 2024. Quoi. Il y avait ça partout. Je ne sais pas si ça va continuer en 2025. Je pense que c'est sous-jacent dans la société. C'est une lame de fond. Mais on dit beaucoup, ouais, le sens. Il y a deux choses qui se disent beaucoup. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Il y a un truc qui est... il y a des jobs, il y a des métiers qui ont du sens et des métiers qui n'en ont pas. C'est les bullshit jobs, etc. Okay. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais ok. Je suis tout à fait d'accord avec toi que je ne suis pas du tout d'accord. Trop bien. Et le deuxième, c'est que le sens, c'est un problème de riches. Tu vois, c'est le haut de la pyramide de Maslow. Oui. En fait, les personnes qui peuvent se poser ça, c'est-à-dire qu'ils ont réglé toutes les étapes avant. Et je pense que les deux, et donc vraisemblablement toi aussi sur le premier, sont des CO2NE-RIES, quoi. Et que le sens, il n'est pas dans l'absolu. Il n'y a pas des métiers qui ont du sens, des métiers qui n'en ont pas. Et c'est comme ça qu'on a, tu vois, toute la méthode pour rencontrer l'amour pro de chance, elle repose sur la définition du travail autour de 4 piliers, qui sont les piliers CIPA, CIPA, qui sont un travail, c'est une contribution. Donc, à quoi je suis utile dans ma vie professionnelle ? Est-ce que c'est au niveau de la société ? Est-ce que c'est au niveau de la planète ? Est-ce que c'est au niveau d'un groupe de dizaines de personnes, de quelques personnes dans le monde professionnel, de quelques personnes dans ma vie pro comme conséquence de mon monde professionnel ? Donc ça, c'est ta contribution, qui est ta motivation extrinsèque. 2, le I, c'est tes interactions. Donc, dans quel type d'interaction tu t'épanouis ? Est-ce que c'est des environnements plus hiérarchiques, plus perfectionnistes, plus agiles, plus autonomes, etc. Le 3, le P, qui est ta vie perso. Donc, quelles sont tes contraintes choisies perso, que ce soit financières,
parce que tu dois rembourser un emprunt géographique Ouais. ou horaire. Et enfin, le A, qui sont tes activités professionnelles. Donc là, qui est la mise en pratique de tes compétences. Qui est là, tu vois, ton état de flow et ta motivation intrinsèque. Ok. Et donc, pour nous, un travail qui a du sens et un travail qui est aligné avec ces 4 piliers. Et donc, un travail qui a du sens pour Maud aujourd'hui n'est pas le même qu'un travail qui a du sens pour Ludo Tout à fait. aujourd'hui. Mm. Et un travail qui a du sens pour Maud aujourd'hui n'est pas le même qu'un travail qui avait du sens il y a 5 ans Mm. pour Maud. Donc, le sens au travail, il est relatif à l'individu. Mm. Et donc, la quête d'amour professionnel, c'est une quête d'alignement par rapport à tes 4 piliers SIPA, et qui est donc une approche pragmatique par rapport à ton challenge, de dire, est-ce que c'est pas utopique? En fait, non, on regarde très concrètement et objectivement quels sont tes piliers, et on essaie d'identifier quelle est ensuite une piste professionnelle concrète dans la vraie vie, qui est alignée avec ton SIPA à toi. C'est ça, l'amour professionnel. Très clair. Et dans cette méthodologie, est-ce que les entreprises sont prêtes? Parce qu'aujourd'hui, malgré tout, je trouve que la société avance vite et les entreprises n'ont pas encore, tu vois, pris conscience de cette notion de sens, bullshit ou pas. Enfin, c'est pas le sujet beaucoup, tu vois, de discours. En effet, la question du sens a pas de sens elle-même, alors que je suis d'accord avec toi, tous les métiers ont un sens. C'est après toi ce que tu décides de faire. Mais ma question, elle est plus autour de est-ce que les entreprises sont prêtes? Parce que aujourd'hui, il y a quand même une pression économique, une pression de survie. Et même si tu as défini, on va dire, toi, le métier qui t'arrange bien, est-ce que je vais arriver à trouver ce match-là, cet amour professionnel dans une entreprise? Une entreprise, c'est quand même des personnalités qu'il faut gérer. C'est difficile. Tu peux avoir des conversations, des collègues qui sont pas sympas avec toi, un manager qui est aussi peut-être exigeant, des fondateurs, enfin une équipe directionnelle qui est très loin de toi. Donc finalement, tu te retrouves dans une situation qui ne te convient pas, alors que finalement, tu as fait tes différentes étapes. Parce qu'il n'y a pas forcément une variété d'entreprises qui peut répondre à ces 4 étapes-là. Une question financière, de bien-être au travail, d'ambition personnelle et professionnelle. Est-ce que la société est prête aujourd'hui? C'est aussi une question très intéressante et presque philosophique, Oui, que oui. tu poses. Dans la définition d'un SIPA individuel, c'est une chimère si jamais c'est pas réaliste, parce que ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc tu vois, si tu définis que tu veux, imaginons que Maud, tu es dans une démarche d'orientation pro, tu définis ton SIPA où tu veux servir le soutien de la planète, tu souhaites bien gagner ma servir, vie, tu vois. Gagner 150 000 balles, tu souhaites travailler 4 jours par semaine, tu souhaites être en remote 3 jours sur 4, et tout ça... C'est aujourd'hui les envies d'aujourd'hui, tu vois. C'est vraiment les envies d'une génération Y, d'une génération Z qui souhaitent, tu vois, ce type de choses, tu vois. Donc c'est bien l'exemple. Sauf que ton SIPA, donc tu vois, ça ne serait jamais validé comme un SIPA par chance. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas faisable et réaliste. Intéressant. Okay. Donc il faut aller identifier, ensuite confronter ça par rapport à ce qui existe dans le marché. Comment est-ce que tu fais ça? Pour t'assurer que c'est pas juste une construction mentale et donc une utopie. C'est ça. Et puis après, c'est de se dire, il y a la réalité. En fait, c'est OK, je fais mon orientation et puis bim, je vais sur le marché. Et là, c'est la douche froide, en fait. Tout à fait. Et même, j'irais dans la direction de ce que tu dis, un cran plus loin, je pense c'est un homicide involontaire, je vais être provoque. Ouais. Je pense que c'est un danger et une dérive du développement personnel de faire rêver les gens si jamais c'est des espoirs qui ne peuvent pas être concrétisés. Donc c'est grave de faire rêver. Ah bah il suffit de... Tu vois, il y a beaucoup d'orientation professionnelle qui est... Beaucoup, j'exagère. Mais parfois, et jamais de manière volontaire, hein, pour être très clair, je pense que personne ne le fait, mais de dire,
Follow your passion. Ça, c'est la plus grosse connerie du monde. Follow your passion. Il y a 16% des gens qui ont une passion. Donc, ils font quoi, les 84 autres pourcents? Il suffit de trouver un truc. Et en plus, c'est hyper... Donc, en fait, ça, juste ouvrir sans refermer pour confronter au marché, c'est terrible de faire ça. Comment est-ce que tu peux confronter au marché? Il y a des données publiques qui sont... qui te permettent de voir une offre et une demande, et c'est absolument fondamental, a fortiori avec l'avènement de l'IA qui bouleverse tout ce monde du travail. Donc on commence à sentir, mais ça va être radicalement plus fort dans les 10 années à venir. Ensuite, donc ça c'est sur les données, donc tu vois, dans une démarche d'orientation avec chance, on vient te nourrir avec ces éléments au moment déterminé, donc tu diverges, ensuite tu converges. Premier point. Le deuxième, qui est plus systématique, c'est qu'il est absolument nécessaire de rencontrer des personnes qui ont cette expérience ou qui sont actuellement dans un de tes piliers SIPA, que ce soit sur tes activités professionnelles, donc ton métier, ou sur cette contribution, etc., qui ont une approche de terrain, de la réalité, des contraintes, de la faisabilité, du réalisme de ton SIPA. Et donc, tu vois, ça, c'est toute la démarche. Et même pour les entreprises, c'est important, puisque sinon, elles vont se retrouver avec des personnes qui rêvent et qui se retrouvent plus en fait dans le projet de l'entreprise, et c'est compliqué. Donc c'est vraiment avancer à deux vitesses. Moi, je dois avancer en tant qu'individu et travailler sur mon développement personnel, et il y a la réalité du terrain où les entreprises doivent aussi écouter aussi les revendications d'un meilleur bien-être au quotidien, et c'est pas être bullshit et c'est pas être bisounours de vouloir que les entreprises fassent du bien aux individus, aux hommes, aux femmes, personnes binaires et toutes celles et ceux qui ne savent pas encore. Et donc c'est d'arriver à aujourd'hui en tant que société, d'avoir les entreprises qui maturent sur ces sujets aussi de conditions de vie, et nous aux entreprises et nous individus en se disant ok, j'ai peut-être des rêves, j'ai peut-être des envies, mais il y a aussi le terrain qui est là. Je ne peux pas gagner 150 000 € avec 2 ans d'expérience. Et ce que tu soulignes là, c'est que, et je partage 100% ce que tu viens de dire, comme sur beaucoup d'autres points vraisemblablement, il y a les deux côtés à faire travailler en parallèle. C'est pour ça qu'on a lancé cette année une agence de dating pro. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait de permettre, donc c'est une nouvelle façon de voir le recrutement. Comme tu dis, il faut faire travailler des deux, parce que le compromis, il est dans un travail des deux côtés et une conscience des deux côtés. Et souvent, l'entreprise a eu pour habitude d'être un peu les rois du monde. Donc j'accepte pas, je suis aujourd'hui décisionnaire sur qui j'ai envie de recruter, mais depuis maintenant quelques années, avec l'avènement aussi de la tech, etc., des métiers pénuriques, elles doivent être dans une démarche aussi proactive. Tout à fait. Et les meilleurs candidates sont à la recherche d'un certain type de management, d'un certain type de position. Donc, si tu veux attirer les meilleurs, il faut te questionner sur la façon dont tu vas les attirer. Et meilleur est pour toi, mais pas forcément... Bien évidemment, tout à fait. Meilleur pour ton besoin. Pour ton besoin, oui. Et pour ça... La meilleure, la plus qualifiée, oui. Il faut avoir une conscience de quel est ton besoin, une capacité d'expression et une vulnérabilité à te dévoiler. Donc, je vais essayer de te présenter en quelques secondes cette notion. Donc là, aujourd'hui, Chance est, entre guillemets, expert de trouver moi en tant qu'individu, qui j'ai envie d'être, le sens de ce que j'ai envie de faire, tout en ayant une visibilité sur le marché et pas non plus... Moi, c'est ce qui me fait un peu peur dans la génération future. C'est en effet, on n'a plus cette volonté d'effort et de se dire, bon, il y a un marché économique, il faut que ce marché réponde aussi à ce que j'ai envie de faire, tu vois. Donc, ok, donc ça maintenant... Donc, sur ton point, si j'essaie de te décrire Chance en une phrase, c'est... Donc, notre métier, c'est l'orientation professionnelle. C'est la méthode de A à Z pour rencontrer l'amour pro. Voilà. Donc de A à D, c'est tu définis. Donc, tu as différents programmes, le bilan de compétences sur lequel on est leader en France, par exemple. Ça, c'est définir. Mais en fait, tu n'es qu'à D une fois que tu as défini. Il faut aller de D à Z, c'est-à-dire effectivement trouver le travail qui est aligné avec ta définition, donc avec ton SIPA. Et c'est fondamental, et les deux sont nécessaires, donc d'où le A à Z. Pour faire finalement des individus au bon épanouis. endroit, qui se sentent à leur place. Okay. Et ce, quel que soit leur passé, quelle que soit leur trajectoire, quel que soit leur niveau d'études, etc. Donc c'est une vocation universelle, c'est absolument, absolument fondamental dans la vision. Et chance, ça veut dire égalité des chances.
Très clair. Et donc, et en fait, derrière toute la philosophie est de dire, on va créer, et on a créé ce qui se fait de mieux, ou parmi ce qui se fait de mieux en orientation professionnelle. La preuve, une élite qui a accès à tout Mm. vient se faire orienter avec chance. Donc, c'est la preuve que c'est une solution qui est premium, Mm. mais inclusive, parce que c'est ce qui se fait de mieux qu'on amène à toutes et tous, et certainement pas une solution low cost. Et pour toi, c'est important de pouvoir C'est fondamental. de répondre à tout le monde. Et c'est même le but même, Mm. la raison d'être de chance. Et donc maintenant, l'objectif, c'est OK, les individus savent où ils veulent aller, mais il faut finir, c'est-à-dire trouver le métier. Exactement. Et c'est là où vous faites un pas supplémentaire pour finir la boucle, c'est de les aider à trouver, donc à matcher leur volonté avec les besoins de la société. Ouais. D'une entreprise ouais. et d'un Mm. ou d'une manager. Mm. Et donc, c'est ça, cette idée du dating pro, et de dire, on fait dévoiler d'un côté à un candidat, une candidate, à travers la méthode SIPA, quelle est sa recherche sur les 4 dimensions du travail. Sachant que, un point juste qui me vient, et c'est aussi, il faut des métiers pour tout. On a besoin d'ouvriers, on a besoin de techniciens, techniques, sociaux, médicaux. Comment arriver à pas aussi créer que des clones, entre guillemets, où aujourd'hui on devient une société de master, on fait tous un master, alors qu'on a besoin de tout pour faire une société. Et là je vais garder ta question Ouais. et y répondre juste Ouais. après si je peux, parce que Ouais, ta question qui est très intéressante, c'est comment est-ce que tu ouvres les chakras. Oui, c'est Et ça. ça se fait par des rencontres, d'autres rencontres. Mais je termine juste sur la notion de l'agence dating pro. L'idée, elle est de dire, les candidats dévoilent dans un process qui dure 1 heure en ligne, gratuit, leur SIPA, et on les accompagne par la méthode chance en ce sens. Et de l'autre côté, du côté des entreprises, on fait dévoiler par les managers qui recrutent avec sincérité qui il ou elle est, en tant que personne, en tant que manager, et on les fait travailler sur la définition du SIPA qu'il ou elle recherche. Ok. Et donc, à partir, et l'inverse même d'une job description en ChatGPT, tu vois. Mm. Et ensuite, grâce à cette donnée très riche à droite et à gauche, tu peux, par de l'IA, créer des rencontres qui ne seraient jamais créées autrement. Mm. Et le SIPA entreprise, comment il est créé? C'est une méthodologie? C'est toujours la méthodologie de chance Ok. qu'on rend accessible aux entreprises. Ok. Pour les entreprises, ce n'est pas gratuit pour le coup, c'est une licence pour permettre à tes managers Mm. d'utiliser l'agence de dating pro C'est et pas donc rencontrer C'est des pas un candidats et des test candidats. psychométrique, ce genre de choses, pas Non. du tout. Ouais. Non. Ok. C'est cette définition sur ces 4 dimensions, justement pour aller plus loin. Pourquoi? Parce que ce que tu disais tout à l'heure, les meilleurs candidats recherchent plus que juste un métier. Mm. Ils recherchent, OK, quelle est la contribution? Comment est-ce que ça va être aligné avec moi? Est-ce que c'est effectivement possible? Donc, ils ont une conscience. Ils souhaitent avoir une conscience en face aussi, une capacité d'ouverture. Tu vois, si tu vas travailler pour... Tu te souviens de ton ou ta dernière manager, Maud? Oui. Et je ne te poserai pas la question publiquement si Non, c'était un match, mais si tu as une personne avec qui tu... Parce qu'il n'y a évidemment pas que ton manager ou ta manager au travail, mais c'est quelqu'un qui compte beaucoup Mm. dans bien ta sûr. possibilité de l'amour pro. C'est une condition nécessaire. C'est une condition nécessaire. Ouais. Et on dit souvent, tu sais, tu quittes pas une boîte, tu quittes un manager. Tout à fait. Donc, la connaissance de soi d'un manager, la capacité vulnérable à s'ouvrir sur qui tu es, avec tes forces et tes faiblesses, Mm. avec tes envies, et le travail approfondi sur ce que tu recherches, tout ça, c'est richissime en employer branding, Mm. en attractivité pour des candidats de dire « Moi, je veux aller travailler avec des managers qui ont fait ça. Mm. » Parce que c'est le genre de personne avec qui j'ai envie d'être tous les jours. Et ça, les meilleurs, ils veulent ça. Et ça, tu penses même sur notamment, par exemple, une population ouvrière, une population de techniciens. Est-ce que, au niveau de chance, vous aidez aussi ces personnes-là à vivre leur quotidien? Parce qu'on le voit avec la conjoncture économique est très dure, des personnes qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, des salaires qui ne bougent pas. Il y a une souffrance
quand même autour d'une population ouvrière technicienne qui est essentielle pour l'industrie française, mais qui n'arrive pas à vivre correctement de leur métier. Tu vois, comment arriver Et donc ça engendre de la colère, de la frustration, ça engendre voilà, des décisions aussi parfois même politiques. Et comment arriver à créer finalement un sens sans le galvauder, parce qu'ils sont peut-être contents au travail, mais économiquement, dans mon CEPA, il y a un truc financier qui ne colle pas. Mais ça, finalement, c'est la volonté de l'entreprise, en fait. Et c'est compliqué de dire, bon, OK, allez, on va augmenter tout le monde de 10% au niveau des salaires. Sur ce que tu dis... Alors que moi, peut-être, je fais le métier de mon rêve. Je suis technicien méthode, je bosse à Dassault et j'adore mon métier. Mais financièrement, je m'y retrouve pas. Mais ça veut dire que c'est pas aligné avec ton CIPA, donc c'est pas l'amour pro. Ouais, mais un technicien méthode, que ça soit Dassault, Safran, etc., le salaire, enfin, il est le même, tu vois. Mais il y a... Loin de moi l'idée de dire qu'on a la solution à tout. Non, mais c'est... Et certainement pas à un niveau macroéconomique. Oui, non, mais c'est une vraie question que je me pose. Et qui est politique aussi derrière. Ouais. De la juste rétribution, du capital et du travail. Néanmoins, il y a un point sur lequel nous avons des convictions extrêmement fortes, qui est cette notion de... moi, j'ai été attaqué, c'est un peu fort, challengé, par des acteurs du social qui disent le sens, c'est pas un problème de riche. Donc l'amour pro, ce dont on parle, c'est le haut de la pyramide de Maslow. Enfin, c'est un problème de riche, en fait. Vous planez là, les petits jeunes du monde de la tech. De quoi vous me parlez? Ça concerne une micro-élite. Mais en fait, le vrai problème d'un demandeur d'emploi ou d'une demandeuse d'emploi sans niveau de qualification, avec un très faible niveau de qualification, c'est de remettre le pied à l'étrier. Tu vois, cette phrase, tu l'as entendue comme moi, c'est remettre le pied à l'étrier. Alors ça, c'est le Graal. Donc, remettre le pied à l'étrier, c'est quoi? C'est aller faire de l'intérim. Parce qu'il faut commencer à avoir des missions et c'est comme ça que les personnes... Et donc, arrêtez de nous parler de l'amour pro et de réfléchir à son CIPA. C'est pas fait pour ces personnes. Cette phrase, je l'ai entendue. Je pense que ça, c'est gravissime pour deux raisons. Première raison, le fait, ça sous-entend qu'il y a des gens dans la population qui sont capables de réfléchir à leur CIPA, à leur amour pro au sens, et d'autres qui n'en sont pas capables. Dans l'histoire, quand on a divisé la population en deux groupes, ça a rarement très bien fonctionné. Ça s'appelle la colonisation, ça s'appelle l'apartheid, ça s'appelle le nazisme. Donc en général, ce n'est pas tout à fait des pentes qui sont super... Donc, premier point, c'est très grave. Deuxièmement, pourquoi? Parce qu'il est évident qu'un jeune qui est en bas de sa barre d'immeuble, qui a fait deux missions, je ne citerai pas de marque, dans tel supermarché, et qui arrête et qui pointe à France Travail, et on dit « Ah, espèce de paresseux, espèce d'assisté », puisque c'est le bon langage politique sur ce sujet. En fait, si la seule solution qu'il a ou qu'elle a, c'est de repartir faire la même mission d'intérim chez un concurrent, alors que c'est vraiment pas la même chose pour elle, comment est-ce que tu veux que cette personne soit engagée? Et en fait, rationnellement, évidemment que moi, je ferais la même chose que j'irais à France Travail à ce moment-là. Donc, par contre, cette personne, est-ce qu'elle est capable de réfléchir à ce qui, dans sa vie professionnelle, dans cette mission d'intérim, lui a plu, ce qui lui a fait peur, ce qui l'a animé? Est-ce qu'elle est capable de ça? Bien évidemment. Bien sûr qu'elle en est capable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ne pas aller plus en profondeur que juste mettre le pied à l'étrier avec les gens. Une seule chose est sûre, c'est que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Et que donc, ce qui est sûr, c'est que dans les 50 dernières années, il est évident que l'intégration par le travail est un grand succès et que continuons à faire exactement la même chose que ce qui a été fait, puisque ça ne marche pas, donc je ne vois pas comment ça va marcher. Par contre, si tu veux créer des déclics, et je ne dis pas que ça marche dans tous les cas, mais si tu veux créer un déclic chez ce jeune dont je te parlais, si tu vas lui faire travailler un peu plus en profondeur pour qu'il comprenne des choses qu'il n'avait pas compris ou qu'il prenne conscience de choses dont il n'avait pas compris et qu'il arrive à voir comment est-ce que le travail est autre chose qu'une corvée et qu'il arrive à voir ce qui lui plaît. Et tu ne le baratines pas parce que bien évidemment qu'il y a une pénibilité sur tous les aspects dont tu as parlé, qu'il y a toutes les contraintes macro qu'on ne maîtrise pas. Mais déjà, si tu arrives à créer un déclic chez certaines de ces personnes, et donc à les faire bifurquer
vers une première étape, puis une deuxième étape, mais dans une quête d'alignement vers l'amour pro, là, tu peux changer des vies. Et donc, il est fondamental, non seulement le sens au travail et l'amour pro n'est pas un problème de riche, mais beaucoup plus, c'est pour moi une des solutions cœur, si ce n'est la solution microéconomique pour permettre l'égalité des chances pour des adultes et permettre de redonner des chances à des personnes qui n'ont pas eu suffisamment de chances beaucoup plus jeunes. Donc je pense que c'est non seulement pas un problème de riches, mais une solution fondamentale pour permettre l'accès à la mobilité sociale qui aujourd'hui est extrêmement difficile dans un pays comme la France, où ton passé dicte ton futur. Si on veut plus que ton passé dicte ton futur, il faut permettre aux gens de trouver leur juste place, il faut leur permettre, leur donner le droit à cette quête, cette réflexion méthodique vers l'amour pro. Très clair. Écoute, merci pour ce partage qui est fort. En tout cas, l'objectif, c'est de se dire que si je reprends mon technicien méthode, de toute façon, il y a un contexte économique qu'on ne peut pas changer forcément, mais moi, individuellement, je peux créer ces déclics-là, me dire qu'est-ce qui me plaît, est-ce que je suis heureux, content. Mais quand même, l'aspect financier est quand même, je trouve, important. Et parfois, quand même, dans les entreprises, c'est compliqué. À un moment donné, par exemple, un ouvrier, il va rester au SMIC et peut-être il va juste bouger un tout petit peu de toute sa carrière professionnelle, même s'il adore son métier. Tu vois, un ouvrier mécanicien, par exemple, qui est un passionné de mécanique, il adore son métier, il est heureux, il est peut-être bien dans cette boîte, mais financièrement, c'est compliqué, tu vois. C'est ça que je trouve qui est parfois un peu difficile dans le sens, dans cette quête d'amour professionnel. J'ai peut-être 80% de match, mais pour arriver aux 100%, c'est compliqué parce qu'il y a quand même ce contexte économique d'entreprise qui fait que, en fait, je plafonne, quoi. Et pour moi, c'est ça qui me frustre parfois un peu, c'est que je me dis... peut-être il y a quelqu'un qui est passionné de mécanique, qui est ouvrier, qui adore son métier et qui ne va pas évoluer financièrement dans sa vie. Et on sait très bien, l'argent, c'est quand même important pour payer des études à tes enfants, avoir un toit, te payer des loisirs et bien vivre ta vie, tu vois, et ne pas être frustré au quotidien. J'ai un point d'espoir pour toi, Maud, ce matin. Dis-moi. L'objectif de Chance, c'est de permettre de sortir de la situation de vulnérabilité économique. C'est ça le seul objectif de tout ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est la vulnérabilité économique ? On l'a défini par 2 critères. Un, en fait, que ton niveau de vie soit au-dessus du niveau de vie médian dans la population. Donc le niveau de vie, c'est les revenus de l'ensemble du foyer divisé par le nombre de personnes à charge. Ça, c'est le premier critère qui est quantitatif. Et le deuxième, il est qualitatif. C'est en fait, si tu sens que ta situation financière est une source de stress récurrente. Okay. Donc si, ton niveau de vie inférieur au niveau de vie médian est stress financier, alors dans notre définition, tu es en situation de vulnérabilité économique. Okay. Et ce qu'on veut faire, et ce qu'on fait, et ce pourquoi on vit, on se bat, c'est pour permettre à un maximum de personnes d'en sortir. Comment ? Par exemple, le technicien méthode, comment il adore son métier, il adore son métier, etc. D'abord, est-ce que ça marche ? Là, on a un rapport d'impact chaque année, le rapport d'impact 2025 est sur le point de sortir, et là, on est à 795, je crois, quasiment 800 personnes qui étaient en situation de vulnérabilité économique qui en sont sorties. Bravo, ok, trop bien. 800 personnes, ça veut dire que ça marche. Ça marche, oui. Et le but, c'est d'amener ces 800 à 8000, à 80 000 et à 8 millions. Et on est organisé pour ce faire. C'est ce que permet la technologie dans l'échelle. Donc, mon premier point sur l'espoir, c'est possible, ça marche, on l'a montré. 800 personnes, c'est pas 10 personnes, tu vois. Oui. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, c'est possible. Comment est-ce que tu le fais ? Il n'y a pas la solution pour tout le monde. C'est l'individualisation de l'identification, donc la définition de ton projet pro, et ensuite l'atteinte. Et l'atteinte, la définition, on a pas mal parlé du SIPA ensemble, par les différents programmes, le bilan en est un, il y en a 4 autres. L'atteinte, on a parlé de l'agence de Dating Pro, mais il y a encore un élément du comment, du
Oui. est-ce que tu fais pour que ça marche? Un point qui est Par fondamental. exemple, donc là, mon technicien méthode, trop bien. Il a trouvé son CEPA, il sait où il va, etc. Il adore son métier, tout est clair pour lui. L'entreprise a fait son CEPA. OK, là, il y a un matching, mais il y a une contrainte financière Là- qui est une entreprise pour recruter un technicien méthode va être entre 1500 2000 euros. Mais la personne est frustrée et pas je sais pas comment t'appelles, en situation économique Vulnérabilité, de ouais. vulnérabilité. Et- Il est en situation vulnérable économique. Comment faire que cette personne-là puisse trouver le métier, donc il a trouvé le métier qu'il aime, mais aussi que derrière, financièrement, il puisse sortir de cet état de vulnérabilité. C'est ça ouais, je serais curieuse de voir. Il y a pour clarifier quelque chose, c'est en fait, si dans la définition du CIPA, tu es sur un métier, c'est donc les activités professionnelles. Si c'est sur un type d'activité professionnelle qui n'est pas compatible avec tes besoins financiers, alors Ok. ton CIPA est une chimère. Il n'existe pas. Mais pourtant, j'adore ce métier. Mais il y a d'autres, t'adores ce métier, si tu décomposes, Mm. t'adores la mise en pratique de certaines des compétences que tu as dans le cadre de ce métier. Sauf qu'il y a des compétences transférables, mais qu'en fait, il y a certains aspects là qui peuvent exister dans un autre métier que tu ne connais pas, Intéressant. voire qui n'existent pas encore, Mm. puisqu'il y a un maximum de métiers qui vont naître. Ouais. Donc c'est là où il faut refaire diverger, et pas parce que tu es dans une impasse sur ce que tu dis. Oui, C'est la seule façon, Mais il y a c'est d'aller beaucoup chercher d'impasses ailleurs. Il y aujourd'hui a beaucoup d'impasses, mais il y dans a notre beaucoup société. d'options. Oui. Comment est-ce que tu trouves les options? Oui, c'est ça. Et là, c'est toute la dimension communautaire de chance. C'est en fait l'amour pro. Je te parlais de l'amour pro dans sa dimension, l'épanouissement qui est assez individuel. Mais l'amour pro, elle a une deuxième dimension qui est l'amour avec un grand A, de l'autre avec un grand A aussi. De comment, et c'est ce qu'on appelait le développement altruiste, tu vois, en disant le développement personnel est mort. À force, il y a eu des dérives du développement personnel avec, on finit Ça, pour t'y beaucoup penses. à se tourner autour du nombril, tu vois Et ce que je veux il n'y a dire? pas d'action forte. Il n'y a pas d'action. Ok. Et tu vois, tu finis par te demander, moi et moi-même, et qui suis-je, et qu'est-ce que je ressens, et au fond, quel est mon sentiment par rapport à ce que cette personne a dit. Et puis, tu vois, tu finis par être totalement autocentré. Évidemment, je parle C'est d'une dérive. c'est une caricature, oui. C'est une caricature, et il y a plein de trucs On géniaux vous aime, ne vous inquiétez pas. dans le Oui, oui. développement perso. Il y a cette dérive. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'introduire la notion de développement altruiste. Qu'est-ce que c'est? C'est de dire, mon développement passe par le développement des autres, et le développement des autres peut contribuer à mon développement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu définis un projet professionnel, tu ne peux pas le faire seul. Absolument convaincu de ça. Tu dois, et ce n'est pas uniquement par une méthode, donc tu vois, aujourd'hui on a toute la plateforme d'orientation qui s'appelle ECHO, qui d'ailleurs a été lancée au mois de septembre. Okay. Tu as tous des coachs professionnels qui interviennent. C'est quoi cette plateforme d'orientation? Donc c'est le fruit, maintenant c'est la version 10, c'est 10 ans de R&D et 22 millions d'euros qui ont été investis pour essayer de créer le système d'intelligence pour guider tout un chacun dans la définition de son projet professionnel. Par exemple, dans les bilans, désormais c'est le système ECHO. Et tout ECHO est en fait ligne. appel, tout est en ligne, et fait appel ensuite grâce à... Tu fais avec ECHO tout ce que tu peux faire de mieux avec une interface qui ensuite vient nourrir par la data un ou une coach pro choisie sur la base de ta personnalité qui intervient du coup très précisément tu vois, sur la navigation de la finesse de la psychologie humaine pendant 1 heure, puis 2 heures, puis 1 heure, puis 2 heures, puis 1 heure. Mais la troisième dimension, donc d'abord, tu n'es pas seul parce qu'il y a le coach, mais ce n'est pas suffisant. Parce que comme tu disais, il faut aller explorer, il faut aller comprendre, il faut aller voir d'autres choses. Puis c'est dur, je me dis, mon technicien méthode, ok, il a peut-être 2 gosses, il a un prêt peut-être sur la tête, je dis, ok, là j'ai une convergence, ce métier-là ne va pas me permettre de sortir de ma situation financière, donc il faut peut-être que je trouve autre chose. Un nouveau métier. Donc déjà, il y a toute cette réflexion de se dire, ok, il faut que je réalise déjà que peut-être c'est pas le métier que je vais faire toute ma vie parce que je peux pas réaliser mes rêves financiers. Donc il y a tout quand même ça à prendre et se dire, ok, j'ai une composante économique qui est forte. Comment je vais y arriver en fait, tu vois? Le premier point sur ce que tu dis, c'est si tu essayes seul, tu n'y arriveras pas. Statistiquement, tu n'y arriveras pas. Sûr. Mais la question, c'est tu n'es pas seul. Et j'en reviens au développement altruiste, qui est de dire, aujourd'hui, il est nécessaire dans un processus d'orientation, je ne crois pas du tout qu'un coach individuel, aussi fort soit-il, est omnisciente, ne peut pas tout connaître de tout. C'est impossible, donc ça ne suffit pas. De la même façon, une technologie
seul ne peut pas y contribuer. Et troisièmement, YouTube non plus. Mm. Donc il est nécessaire de pouvoir rencontrer des personnes qui te partagent une expérience terrain de leur compréhension de cette dimension bien particulière de ce métier où tu n'aurais jamais imaginé que ça existe, ou cette contribution, ce type d'environnement de travail, ce type de boîte. Donc c'est fondamental. C'est là qu'entre la dimension communautaire de Chance. Aujourd'hui, Chance, tu as 18 000 membres qui sont engagés dans quelque chose qu'on a appelé 3 minutes pour les autres, qui est extrêmement simple, qui est de dire je vais partir de l'intention. Ça a été lancé il y a 1 an, 3 minutes pour les autres, et toute cette dimension communautaire de Chance, d'entraide, et donc derrière d'amour de l'autre et d'aide de l'autre, professionnel. Aujourd'hui, en France, tu as des millions de personnes qui sont bloquées professionnellement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils pourraient faire ou parce qu'on ne leur donne pas leur chance ou on ne leur ouvre pas la porte parce qu'ils ne rentrent pas dans la bonne case. Donc, sentiment d'insatisfaction professionnelle. Donc, sentiment d'insatisfaction dans la vie. Donc, pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles, sentiment d'injustice. Donc, ressentiment. Et une corrélation avec un vote Rassemblement national. Je n'engage que moi et pas Chance dans ce que je suis en train de partager. C'est une corrélation prouvée par Ipsos, qui est un vote de rejet, qui est croissant. Donc, il y a une corrélation entre ton insatisfaction professionnelle par impossibilité de trouver ta place. Ou financière, et qui donc fait « je me sens pas bien » et donc évidemment le problème c'est l'autre. Évidemment, c'est l'autre, c'est le système, donc tu fais un vote de rejet. Et qui est donc un vote populiste. Il est prouvé sur Rassemblement national. Un vote colère, Et pour être très clair sur mon propos, il est prouvé sur Rassemblement national. Il est évident que d'autres votes populistes peuvent être une conséquence de ce sentiment, de ce ressentiment. L'espoir, c'est que de l'autre côté, tu as des millions de Françaises et Français qui seraient prêts à aider les autres, mais qui ne sont pas engagés dans une ONG tous les mardis soirs parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont du boulot, parce qu'ils ont des enfants à charge ou des parents ou autres. Et donc, toute l'idée de 3 minutes pour les autres, c'est de dire qu'il y a un potentiel altruiste latent là. Et donc, l'idée est super simple. C'est que tous les jeudis matins, à 9h du matin, les 18 000 membres reçoivent dans leur email une liste personnalisée de 10 demandes de chance, des coups de pouce professionnels, de personnes qui pourraient aider. Et ça te prend 3 minutes de swiper. Et si tu vois une demande et tu peux aider cette personne en la renseignant, tu cliques, tu lui envoies un message et tu lui passes un coup de fil. Ou bien tu forwardes par WhatsApp à un de tes potes qui est mieux placé sur ce sujet. C'est tout. Donc soit tu peux c'est une demande de renseignement, soit une demande d'ouverture de porte. Et ça, c'est très simple. Là, tu as, en 1 an, 38 000 chances qui ont été données. 38 000 coups de pouce professionnels qui ont été donnés au sein de la communauté. Donc 38 000 actes d'entraide. On a appelé ça du micro-altruisme. Tu sais, c'est un petit, mais en fait, quand on a autant, ça a une puissance très forte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça et 3 minutes pour les autres a gagné le prix du produit de l'impact 2024 en France. Ok, bravo. Et c'est de la pure solidarité. Mais de la solidarité, c'est du pragmatisme de permettre, c'est la redistribution du capital social, si on pense d'un point de vue philosophique et politique, redistribution du capital social en permettant à chacun d'accéder, à chacune d'accéder à une personne qui pourrait la renseigner, justement pour sortir de son impasse de en fait je fais ce taf, mais ce taf il peut m'apporter que ça en fric ou bien il peut contribuer qu'à ça, et donc il y a un désalignement, un inconfort, et donc je ne suis pas en situation d'amour pro. Si je ne suis pas en situation d'amour pro, je ne peux pas être dans la meilleure version de moi-même professionnellement, donc je ne peux pas progresser de la meilleure des façons professionnellement, donc je ne peux pas non plus avoir un salaire qui croît de la meilleure des façons et sortir de la situation de vulnérabilité économique et accéder à la mobilité sociale. Ne plus me sentir bien et du coup rejeter l'autre et du coup ressentiment et et tous les problèmes qu'on a dans la société. Pardon, je ne dis pas que c'est la solution unique à tous les problèmes de la société, évidemment. Je pense par contre que ça permettre le droit à l'amour pro et permettre de démocratiser le fait pour chacun de trouver sa place, quand les gens se sentent à leur place, c'est bon pour eux, c'est bon pour les gens autour d'eux et c'est bon pour la société. Écoute, on va rester là-dessus pour la fin. J'ai juste une toute petite dernière question. Merci pour ton partage. En tout cas, moi, ça me donne plein d'espoir pour la suite. Et je te rejoins sur beaucoup de points. Aujourd'hui,
Donc il y a quand même de l'espoir et que c'est grâce au travail au quotidien que tu réalises avec chance que tu arrives à faire bouger un peu toute cette force vive. Comment tu vois donc l'avenir du travail dans 5 à 10 ans? Euh, Si tu devais, voilà, si on peut s'amuser un peu à avoir notre boule de cristal et de se dire, OK, le monde du travail, c'est quoi à 5 à 10 ans, sachant qu'aujourd'hui, donc la génération Y est la force vive dans l'économie française, entre 50 et 75% de cette génération Y qui est ma génération, donc entre 30 et 40 ans, qui sont les managers, on va dire, de demain. La génération Z qui arrive, qui a 25 ans et qui arrive là sur le marché de l'emploi, une population ouvrière, technicien, qui est malgré tout en souffrance économique et qui est en forte rejet des statu quo aujourd'hui que l'on connaît dans la société, et se dire mais comment faire pour, des industries qui ont besoin de forces vives en France, qui ont besoin de techniciens, qui ont besoin d'ouvriers, qui ont besoin dans la restauration, de barman, dans le médico-social, d'infirmières, enfin, tous ces métiers-là qui sont si essentiels, mais qui sont mal payés, et donc qui créent de la frustration au cœur de la société française. Et donc on a des rejets très forts, une colère très forte qui vient de cette force-là. Voilà, on s'amuse un peu, boule de cristal, 5-10 ans, dans un contexte qui est un petit peu, je trouve, assez quand même difficile. Ouais. Voilà, difficile. Comment tu vois l'avenir alors? Il y a quelque chose que je peux essayer de répondre avec deux parties. Il y a Ouais. ce qui va se passer et il y a ce que j'espère. Ok, allez, on y va alors. Le premier aspect, c'est dans les différents experts, enfin, dans les 10 prochaines années, il y a 1 milliard de jobs qui vont être supprimés ou radicalement changés dans le monde. Les différents experts te disent 800 millions ou 1 milliard d'euros. Ça n'est pas le problème. Mais ça, on nous disait ça aussi quand la robotique est arrivée, les bras automatisés, etc. Enfin... On nous a dit ça, sauf que tu vois déjà ce qui est déjà en train de changer dans le monde du travail aujourd'hui avec l'IA qui est en train de supprimer. Mais déjà, tu as déjà des licenciements qui sont liés directement à l'IA et pas uniquement sur de l'automatisation de choses, mais et des cols blancs et des cols bleus et tout type. Oui. Donc, ça sera la plus grande transition de carrière, la plus grande phase de transition de carrière de l'histoire de l'humanité. Les 10 prochaines années ou dans 20 ans? 10 prochaines années. En tout cas, là, c'est pas qui suis-je pour, pour savoir ça. Je me base sur le World Economic Forum, sur McKinsey Global Institute, sur les différents experts. Premier point. Et ça vient accélérer un truc qui existait déjà, ce dont tu parlais, des nouvelles générations qui entrent. Chiffre de ministère du Travail je crois que c'est 2020, ministère du Travail américain. Donc, j'ai pas le chiffre pour la France, mais je vois pas pourquoi ce serait différent. Un jeune qui rentre aujourd'hui sur le marché du travail va changer 12 fois de position, tu vois. C'est monstrueux. Un job tous les 4 ans, C'est monstrueux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire du monde du travail et de l'opportunité derrière de l'espoir? Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de mouvements qu'il n'y en a jamais eu, pour toutes ces raisons combinées. Et la lame de fond dont tu parles de questionnement des générations plus jeunes sur le sens, y contribue. Tu questionnes plus. Donc, plus grande transition de carrière de l'humanité, de fait, il va y avoir beaucoup plus de mouvements dans le monde professionnel. L'espoir de ça, c'est que qui dit mouvement, dit opportunité aussi de reset certains trucs qui ne fonctionnaient pas bien. Donc, par exemple, et le principe, tu vois, un des énormes problèmes dans le recrutement, c'est la barrière externe, c'est je recrute que des clones, c'est-à-dire je recrute quelqu'un qui a déjà fait le taf avant. Je ne veux pas prendre de risques parce que le droit du travail est quand même très rigide, et donc si tu fais une erreur, ça va me revenir sur la pomme voilà, et ça va être compliqué, on va devoir faire un licenciement, enfin voilà, c'est quand même, après il y a du plus du moins, attention, dans le système social, mais pour une entreprise, recruter, c'est quand même une démarche
qu'on ne prend pas à la légère, c'est pas d'un claquement de doigts et il y a des conséquences qui peuvent être économiquement fortes. Ouais. Tout à fait. Mm. Et donc, c'est beaucoup trop simpliste de dire « Ah, comme les recruteurs au sens large, hein, que ce soit les personnes en talent acquisition, et pardon pour l'anglicisme, des recruteurs professionnels et ou des managers en situation de recrutement, est-ce que le fait qu'il ou elle recrute des clones est parce que c'est tous des gens qui sont contre le principe de la non-linéarité ? Non, c'est pas. Il y a une minorité de personnes qui sont mal intentionnées. Et l'extrême majorité, ils essaient juste de faire leur taf. Ils ont aussi une famille à nourrir et puis ils essaient de performer dans leur travail qui est difficile. Donc, c'est pas du tout le cas. C'est que aujourd'hui, la minimisation du risque est de prendre quelqu'un qui a déjà fait le taf. L'espoir, c'est 2 trucs. C'est que, comme il y a des nouveaux jobs qui vont apparaître, par définition, personne n'a déjà fait le boulot. Donc, tu ne peux pas recruter un clone. Donc, tu es obligé de faire confiance, de faire autre chose. Et tu vois, là, l'intérêt du CIPA, c'est qu'il faut un autre langage d'alignement. Donc, technique. Tu peux aller chercher d'autres signaux que uniquement le fait d'avoir fait exactement la même chose dans ton CV. Donc, c'est un appel d'air, une opportunité pour remettre l'égalité des chances, ou de toute façon, comme le signal est différent, ça va permettre à des gens de voir autre chose. Et mon espérance là-dessus, donc ça, c'est vraiment un moment historique où il y a un coup à jouer par rapport à changer le signal dans le recrutement. Et là, en fait, il y a aussi dans le monde du recrutement, parmi les personnes qui écoutent ton podcast et qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, il y a la question de qui suis-je, de quel côté de l'histoire je suis, moi. C'est de manière... Je ne peux pas me mettre en difficulté par rapport à mon job, mais je peux être un peu pionnier sur la façon dont je regarde le signal de l'alignement et de la performance. Et même, je dirais, recruteur, mais même en amont, les écoles. C'est-à-dire de arrêter de former peut-être sur des techniques qui, dans 5 ans, vont peut-être plus exister. Et donc aussi d'être pionnier dans les nouvelles formations, les nouvelles technologies, pour former cette nouvelle génération de métiers, de travailleurs et de travailleuses. Ouais. Tout à fait. Et l'espoir, en fait, ce en quoi je crois, c'est cette notion d'entraide communautaire où je pense que, tu vois, aujourd'hui, et Maud, j'espère que tu nous rejoindras dans la communauté en tant que membre. Est-ce que tu acceptes mon invitation pour ce faire ? J'ai pas le choix. Non, je rigole. Non, oui, bien sûr. Et les auditeurs, auditrices, pour qui ça résonne de dire, en fait, c'est la notion de give back. C'est en fait, dans cette énorme transition... C'est qu'ensemble, on va y arriver. Ensemble, on peut y arriver. Si tu prends un tout petit peu de ton temps avec 3 minutes pour les autres pour aller renseigner une personne, c'est en fait, tu sais, Maud, que dans ta vie pro, il y a des rencontres qui ont tout changé. Ouais, ça me donne des frissons ce que tu me dis là. Ouais. Toutes et tous, on a eu des rencontres qui ont tout changé. Donc dans le rencontrer, l'amour pro, on a son rôle chacun. Donc oui, on est beaucoup de personnes, et parmi les personnes qui t'écoutent, je suis sûr, sur la base des valeurs de ton podcast, les valeurs que toi tu dégages, Maud, un sentiment de qu'est-ce que je peux faire dans cette société qui part en vrille. À ma petite échelle, tout seul, je peux pas tout changer. Mais par contre, si j'amène, tu sais, c'est la théorie du colibri, ma petite goutte pour aller aider une personne par mois en la renseignant. Et que peut-être j'aurais jamais rencontré parce qu'on n'est pas dans les mêmes cercles, pas dans... Voilà, l'objectif aussi, c'est d'aller rencontrer des personnes qui nous ressemblent pas. Tout à fait. Et donc, d'aider peut-être mon technicien méthode qui veut avoir une meilleure vie financière et l'accompagner dans ses questionnements. Ouais. Et qui pourrait peut-être être podcasteur. Oui, peut-être. Tu vois, et peut-être que c'est pas en remplacement de son travail, mais à côté, qui lui permettent d'apporter une joie qui fait qu'en fait, dans son travail, il va se sentir beaucoup plus... Ou un complément de revenu, finalement. Tout à fait. Trop bien. Tout à fait. Et donc ça, cet espoir, c'est en fait cette notion de développement altruiste, c'est en fait ensemble, on peut s'entraider. Et en fait, c'est pas qu'une utopie, puisque je viens de te montrer qu'il y a 38 000 personnes qui sont aidées en 1 an. Donc on peut le faire. Et il y a un besoin. Et donc en fait, ensemble, on peut s'aider les uns les autres et permettre à chacun de trouver sa moins mauvaise ou sa meilleure place. Et c'est ça, in fine, l'amour pro. C'est pas naïf, et j'espère que tu l'auras compris dans cette conversation. Oui. C'est concret et c'est méthodique. Et la rencontre de l'amour pro, ça nécessite une approche méthodique et l'aide d'autres personnes dont la rencontre pourra changer ta vie. Merci Ludovic pour ton partage. Merci Maud. Bravo encore à Chance, et j'ai hâte de voir la suite ensemble. C'est grâce à toutes ces personnes qui s'engagent chaque semaine. Merci. Merci.